Avant de commencer le webinaire comme tel, que plus tôt aujourd'hui, nous avons diffusé le communiqué de presse du baromètre de la transition des entreprises. Nos recommandations, le rapport complet sont disponibles sur notre site web également. Donc, je suis Anne-Josée Lacarte, directrice générale et co-initiatrice de Québec Net Positif. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Le baromètre de la transition fait partie de notre engagement chez Québec Net Positif à aider les PME à se diriger vers une transition économique éclairée. Donc, notre raison d'être, nous sommes une organisation à but non lucratif et nous travaillons à accélérer la transition vers une économie sobre en carbone. Donc, j'aimerais souligner la contribution de nos partenaires qui nous ont permis de réaliser le baromètre de la transition 2024, Beneva, BMO, Investissement Québec, ainsi que le soutien financier du gouvernement du Québec d'un plan pour une économie verte, ainsi que nos collaborateurs BDC, Cascade, et pour leur soutien, Fonds de solidarité, Finance Montréal. Le baromètre est aussi rendu possible grâce à l'appui expert d'Ouranos, de Casacom et de FuturSynth. Et c'est un mandat que nous avons confié à la firme de recherche Léger. Donc, je vois qu'on a les répondants, les participants sont pas mal arrivés. Donc, re-bienvenue à tous et je vous dis que je suis en très bonne compagnie ce midi. Je vais inviter les panélistes à se présenter. Donc, on a un beau panel éditorial. Ils vont pouvoir réagir aux faits saillants du baromètre. Et je vous présente immédiatement notre premier panéliste invité, Grégoire Baillargeon. Grégoire est président de BMO Groupe Financier Québec. Grégoire, tu te joins à nous pour la deuxième fois dans ce webinaire. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir à nouveau. J'aimerais souligner d'entrée de jeu que quand on a préparé le webinaire d'aujourd'hui, on venait tout juste de voir les résultats des élections américaines. Donc, on ne passe pas à côté, on va aller tout de front. Grégoire, pourquoi est-ce que la BMO tient à soutenir le baromètre de la transition des entreprises? Puis est-ce que tu crois que les résultats des élections américaines vont avoir un impact pour les entreprises du Québec ici? Premièrement, Anne-Josée, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de collaborer avec Québec Net Positif et avec toi. Ton équipe fait un travail remarquable, effectivement, pour accélérer les enjeux de transition. J'ai le privilège de présider la BMO au Québec et aussi d'être vice-président pour l'Institut du climat BMO. L'Institut du climat BMO, qui est notre institution à l'interne, qui, à travers l'ensemble de nos opérations en Amérique du Nord, catalyse notre action pour être un pont essentiellement entre le milieu académique, le milieu politique, le milieu de la finance, le milieu des entreprises, pour arriver à pousser les solutions le plus rapidement possible. Donc, un vrai plaisir, évidemment, de participer dans des initiatives comme celle-ci. Notre banque, nous, elle est nord-américaine. Elle est aussi grosse aux États-Unis qu'au Canada. La Banque de Montréal, la BMO, est vraiment une institution transfrontalière. Donc, évidemment, on suit ce qui se passe aux États-Unis avec beaucoup d'attention. Il faut faire attention de trop paniquer. Évidemment, on a entendu toutes sortes de choses là, par rapport aux vues peut-être du président Trump, mais chez les républicains, État par État, il y a tout un momentum sur l'énergie renouvelable, sur des enjeux de transition. Je pense qu'il y a beaucoup de politiciens quand même qui voient très clair que le futur est différent du passé. La route qu'on va suivre pour se rendre à une économie basse en carbone, elle peut être complexe, ça implique des choix et c'est donc politique. Mais la destination, elle est à peu près toujours la même. C'est un monde décarboné où toutes les industries doivent transitionner. Et pour que les États-Unis soient effectivement positionnés pour l'avenir, il va falloir qu'ils prennent des décisions qui vont dans ce sens-là. Alors, ça va peut-être être différent de ce qu'on se serait peut-être attendu, mais il y a quand même un momentum continu vers une destination qui est nécessairement certaine, où les entreprises arriveront à se protéger tant de risques physiques, de risques de transition, de risques réglementaires. Puis on va être là, nous, chez BMO, pour les accompagner dans cette transition-là. On pourra en reparler pendant le webinaire. Merci beaucoup. Merci pour ta perspective, Grégoire. C'est vraiment intéressant d'avoir la chance d'accéder à ta perspective comme ça aussitôt après les élections. Je me tourne maintenant vers Mia, notre deuxième panéliste invitée, Mia Hamzi, qui est vice-présidente stratégie, main-d'œuvre et développement durable chez Investissement Québec. Investissement Québec, d'ailleurs, qui soutient le baromètre de la transition depuis la toute première année en 2022. C'est notre troisième édition cette année. Donc, Mia, de votre côté, pourquoi Investissement Québec s'intéresse à accéder à des données quantitatives au sujet
la mise en œuvre d'actions climatiques chez nos entreprises. Puis peut-être aussi, toi, ta perspective par rapport à ce qui se passe d'une perspective chez nos voisins du Sud. Hein? Bien, merci pour l'invitation, puis merci pour la question. En fait, ben, c'est fondamental, je pense, de partir des données puis de compréhension des clients et des entreprises qu'on veut aider pour pouvoir mieux les accompagner, mieux les soutenir. Donc, on a le volet financement comme levier d'action, mais on a aussi le volet accompagnement. On a des experts en innovation. On a toute une panoplie de services pour vraiment aider les entreprises à se mettre en action. Fait qu'il y a le volet de la sensibilisation, le volet de la mise en action, il y a le volet de la croissance, du positionnement. Donc, c'est important de comprendre à qui on parle pour savoir comment on parle puis comment on aide de la bonne façon. Donc, c'est sûr que pour nous, ben, vos données, vos analyses, votre compréhension du milieu puis le suivre au fil du temps, ça nous aide à mieux faire notre travail. On a quelques outils, nous aussi, qu'on commence à développer, mais les vôtres nous donnent un portrait externe, neutre, avec un bassin d'entreprise qui est pour nous très important. Et donc, merci de le faire. Et ensuite, sur le volet des élections américaines, bien, je vais dans le même sens que Grégoire. Tu sais, je veux dire, il faut pas paniquer parce que oui, c'est sûr qu'il va y avoir un vent de changement, puis c'est comme un balancier. Des fois, si ça va d'un bord, il faut que ça revienne un peu pour retourner après. Mais la direction, là où on s'en va, c'est assez clair parce que c'est structurel. Je veux dire, les changements climatiques, ça existe. Quand on regarde tout ce que les grandes organisations mondiales identifient comme étant les risques à suivre, là, tout inclut, là, macroéconomique, géopolitique, etc., climatique, militaire, bien, il y a tout le temps les changements climatiques. Ça revient tout le temps et il y a un coût. Même si on ne fait rien, il y a un coût. Fait que le monde change. Il y a 3000 lois et politiques à ce jour, là, à peu près dans le monde, concernant le climat. Donc, les entreprises, elles vont agir, elles doivent agir. Donc, oui, les élections, le président, ça change, c'est des cycles de 4-5 ans, 2, 3, 4, 5 ans, mais il y a quand même des tendances de fond, puis les entreprises le savent, elles doivent se positionner. Ça va être un peu plus lent, un peu plus rapide, on ne connaît pas le rythme, mais on s'en va là, c'est la destination, on la connaît tous. Alors, aussi bien y aller avant les autres pour que ça devienne une opportunité. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant d'avoir ta perspective, Mia. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Puis, j'aimerais accueillir notre troisième finaliste maintenant. Je vais rebondir sur ce que Mia a dit parce que, et Grégoire, c'est incontournable, les changements climatiques sont présents. Puis, ce que disait Mia, c'est que dans toutes les analyses de risque partout au niveau des coûts, il y a même un coût à l'inaction. Peut-être en partie ce qui explique là, que Beneva se joint à nous pour la première fois cette année au baromètre, donc une entreprise dans le domaine des assurances. Stéphane Morancy, notre troisième panéliste, qui est vice-président exécutif et leader de la stratégie, de l'expérience et du marketing chez Beneva. Et je vais te laisser la parole, Stéphane, pour te présenter aussi, puis peut-être nous faire mieux comprendre pourquoi une entreprise d'assurance s'intéresse à la transition de l'économie, puis même des PME particulièrement. Oui, bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, on a chez nous un grand nombre de PME qui sont clientes, évidemment. Ces organisations-là font face à des défis grandissants. Je pense que les quelques dernières années, avec certaines catastrophes qui ont eu lieu. Et donc, ça ramène à l'avant-scène cette question des risques pour les entreprises qui sont en évolution, qui ont des répercussions importantes sur leurs opérations dans l'année courante, mais sur leur avenir aussi, parce que ces risques-là, il faut les comprendre à long terme. Donc, je pense que d'avoir un outil comme le baromètre, puis d'être capable de mieux comprendre, de mieux saisir la réalité, d'être capable de cette façon-là pour nous de mieux prévenir, de mieux accompagner, c'est quelque chose qui est extrêmement utile, extrêmement puissant. Chez Beneva, on parle de transition juste, donc on veut arriver à ce que effectivement cette transition-là se fasse de la bonne manière. On ne peut pas transformer toutes les organisations clientes chez nous, mais on peut certainement être là en appui. Et un assureur, ça se veut idéalement pas seulement en réaction à un sinistre, une catastrophe, mais ça se veut en amont, présent pour agir, pour prévenir, pour accompagner, pour expliquer les risques, pour faire prendre conscience des mesures qui peuvent être prises pour les réduire. Et ça, je pense que dans cette zone-là, on a un travail très important qui peut être fait. Et c'est dans cet esprit-là qu'on veut s'impliquer puis être présent, tant avec nos clients qu'avec nos fournisseurs dans toute la chaîne de valeur qui sont présents avec nous pour accompagner nos clients.
Merci beaucoup, Stéphane. Ben, je pense que tout le monde là, constate combien on est choyé d'avoir des experts comme nos 3 panélistes invités. Puis la façon que ça va se passer ce midi, on va être ensemble jusqu'à 1 heure. Donc, pour les prochaines minutes, je vais vous présenter le contexte. Je vais aussi vous présenter où on en est avec l'indice de transition des entreprises. Par la suite, on va aborder différents aspects. Est-ce que les entreprises du Québec sont en voie de se placer sur une trajectoire de transition? Puis, quels sont les facteurs déterminants qu'on décèle dans le baromètre pour ce faire? Donc, nos panélistes vont réagir à certains moments, ils vont pouvoir intervenir. Je répète, je vous invite à envoyer vos questions dans le clavardage ou dans le QR spécifiquement pour nos panélistes invités qui vont pouvoir répondre tout au long, mais on a aussi prévu un moment à la fin du webinaire pour interagir avec vous et répondre à vos questions. Donc, au niveau de la méthodologie, le sondage du baromètre, c'est 118 variables différentes. C'est un sondage web, donc il n'y a pas d'interaction humaine. C'est plus facile d'avoir une bonne réponse. C'est ce que nous disent nos experts de la firme Léger avec qui on travaille depuis les débuts du baromètre. Le sondage cette année a été fait entre le 13 et le 25 août auprès de 806 dirigeantes. La première année, nous avions 500 répondants. L'année dernière, un peu plus de 600. Cette année, grâce à l'appui du gouvernement du Québec, nous avons pu avoir un nombre plus grand de répondants pour pouvoir avoir une meilleure représentativité régionale. Donc, ça nous donne encore plus d'informations sur ce qui se passe dans toutes les régions du Québec. Notre enquête, elle est représentative de l'ensemble de l'économie québécoise, des entreprises de toutes les tailles, selon leur répartition dans l'économie québécoise, ainsi que tous les secteurs d'activité. Donc, grand constat, première chose qui nous a sauté aux yeux, ben, l'écart perdure entre la volonté et le passage à l'action. Toutes les questions qui sont autour de la volonté, ici, on en a mis 2, là, mais elles sont toutes au-dessus de 80 %. Par exemple, est-ce que les entreprises ont un rôle central pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Oui, les dirigeantes du Québec sont d'accord avec ça. Est-ce que c'est urgent de réduire les gaz à effet de serre? Tout à fait. La volonté, elle est là. On réalise qu'il y a une urgence d'agir. Toutefois, quand on demande est-ce que vous vous sentez bien outillé pour agir, bien, c'est seulement 66 mais en fait, ce sont 66 des dirigeants qui nous disent oui, je me sens bien outillé pour agir. Et quand on regarde au niveau du passage à l'action, 55 des entreprises ont mis en œuvre au moins une action climatique dans leurs opérations. Donc, l'écart entre les gens qui disent oui, c'est urgent et je mets en œuvre des actions dans mes propres opérations, il est quand même très grand et c'est ce qu'on observe depuis 2022, depuis le premier baromètre. Un autre élément qu'on vous a mis ici, est-ce que vous êtes témoin d'exemples concrets que la transition, elle est en cours dans votre secteur d'activité autour de vous? Légère tendance à la hausse. 23 des dirigeants sont témoins que la transition est en cours. Donc, il y a vraiment un manque là, de se raconter nos récits de transition puisque 55 des gens mettent au moins une action en œuvre. Beaucoup plus d'exemples concrets devraient être connus ou partagés. Les préoccupations climatiques sont généralisées. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir un nouveau collaborateur expert, l'équipe d'Ouranos, avec qui nous avons ajouté quelques questions, dont celle-ci, qui nous a révélé que 76 des dirigeantes du Québec sont préoccupés par l'impact potentiel d'un ou plusieurs événements climatiques sur leurs opérations. Et les impacts climatiques sont directs. 52 des entreprises ont été affectées par les phénomènes climatiques au cours des 12 derniers mois. Donc, dans ce contexte-là, on était très curieux de voir où en est l'indice de transition des entreprises québécoises. Puis, pour rappel, l'indice de transition, c'est une analyse avancée qu'on a réalisée en collaboration avec l'équipe de Léger sur les 118 variables du questionnaire qui nous a permis de déterminer un peu une note de bulletin. Où est-ce qu'elles en sont, les entreprises du Québec, dans la mise en œuvre d'actions climatiques? Quel est leur niveau de maturité? Et il y a 4 composantes clés qui sont ressorties. La première, c'est des questions au niveau opérationnel. Par exemple, on a découvert que quand une entreprise travaille à optimiser la gestion de son énergie, et ça, c'est une question qui corrèle avec beaucoup d'autres questions dans le baromètre. Donc, travailler sur optimiser son énergie, c'est un des éléments clés qui nous permet de prédire si l'entreprise elle sera plus ou moins avancée sur une trajectoire de transition.
Une autre des composantes, c'est la chaîne de valeur. Donc, dans la chaîne de valeur, c'est les relations avec nos clients. Est-ce qu'on aide nos clients à réduire leurs gaz à effet de serre? Nos fournisseurs, est-ce qu'on travaille avec nos fournisseurs pour aider à réduire les nôtres? Bien entendu, la composante résilience et adaptation, elle est présente. On doit travailler à s'adapter pour être sur une trajectoire de transition plausible. Et la composante qui nous avait beaucoup surpris l'année dernière quand on a fait le travail, qui a le plus de poids pour expliquer la mise en œuvre d'actions climatiques, c'est toutes des questions qui touchent la culture organisationnelle et celle-ci corrèle là, avec beaucoup d'autres questions dans le baromètre. Et je vais vous donner quelques exemples de ça aujourd'hui. Donc, la culture organisationnelle, on le voit, c'est très important. Un élément qui nous a interpellés, si on veut, ce sont les signaux faibles. Donc, on voit, là, quand on demande aux entreprises, est-ce que la transition vers une économie sobre en carbone a influencé l'évolution de votre culture organisationnelle cette année? 41% des grandes entreprises ont dit oui et 24% des PME ont dit oui. Donc, pour ça, c'est peut-être un signal faible, un élément prédictif qui nous indique que les entreprises sont en voie d'avoir un climat propice à leur transition. Donc, un petit sondage ici pour vous tous qui êtes à l'écoute. Quel est, selon vous, l'indice de transition moyen des entreprises du Québec cette année? Est-ce que c'est 59,3? Ça voudrait dire que les entreprises mettent en œuvre 60% des actions climatiques connues et souhaitables pour réduire les gaz à effet de serre, 42,1, 33 ou 24,8. Donc, on vous invite à répondre. Évidemment, si une entreprise mettait tout en œuvre, ce qui est connu et souhaitable pour réduire les gaz à effet de serre, son indice serait de 100. Donc, on voit ça avancer. Merci pour votre feedback. Donc, on peut mettre fin au sondage. Rachel, là, on voit que la majorité croit que l'indice de transition est de 33, mais quand même, 38% d'entre vous croyez que c'est 24,8. En fait, soit vous êtes très bon, un bon instinct, ou plusieurs d'entre vous avez lu le communiqué de presse plus tôt ce matin. L'indice de transition est de 33. Donc, ça veut dire que les entreprises du Québec, dans l'ensemble, mettent en œuvre le tiers des actions climatiques qui sont déjà connues et souhaitables de mettre en œuvre pour réduire les gaz à effet de serre. Beaucoup de chemin à parcourir. Voici la répartition en fonction de l'indice de transition. Donc, on a aussi la moyenne à 33, on a 61% des entreprises qui se situent en bas de la moyenne, une plus petite proportion en haut de la moyenne. Je vous le disais, on est très intéressé par ce qui se passe chez nos PME, donc toutes les entreprises de 10 à 249 employés. Leur indice de transition est un petit peu en haut de la moyenne, donc c'est une bonne nouvelle. Elle tire la moyenne vers le haut. Pour les plus petites entreprises de 9 employés et moins, la mise en œuvre d'actions climatiques, c'est plus difficile. Chez les grandes entreprises, on a un indice de transition de 50. Donc, les grandes entreprises mettent en œuvre davantage d'actions climatiques que le reste de l'économie. Je vous ai dit qu'on avait beaucoup de répondants, ce qui nous a permis d'aller fouiller un peu ce qui se passe dans les régions du Québec. Donc, voici les indices régionaux, les indices de transition régionaux. Donc, on voit qu'il y a une variété d'indices. 39% des entreprises se situent en haut de la moyenne. Je veux souligner que nous, on observe chez Québec Net Positif ce qui se passe dans l'ensemble du Québec. On voit des belles initiatives de mobilisation dans toutes les régions. On le voit, entre autres, dans la capitale nationale, un mouvement pour les entreprises vertes qui est mené là-bas par la Corporation des parcs industriels avec l'Université Laval. Donc, toutes sortes de partenariats. Dans la région de Montréal, il y a un grand mouvement qui s'appelle Convergence, V-E-R-T. C'est une mobilisation de la Chambre de commerce en collaboration avec BMO. Donc, on a la chance d'avoir Grégoire avec nous aujourd'hui. Grégoire, je suis très curieuse de t'entendre. Comment ça se passe, Convergence? Pourquoi BMO a choisi de faire équipe avec la Chambre de commerce pour mobiliser les entreprises sur l'action climatique, mais aussi de ton expérience avec Convergence? As-tu des conseils pour les autres régions du Québec sur comment on peut faire pour créer un climat qui va être propice pour nos PME? Ah, Grégoire, tu es sur mode silencieux. Et me voici. Je pense que c'est essentiel que les chambres de commerce embarquent dans la parade parce que ce qu'il faut sur les idées de transition, c'est de briser les chambres d'écho. Alors,
le milieu des affaires doit se retrouver dans ces écosystèmes traditionnels avec des experts comme QuébecNet Positif et tout autre acteur là, dans le secteur qui travaille sur la question climatique pour amener les solutions que certains offrent à d'autres, créer cette collision-là que les chambres de commerce font si bien et d'assurer qu'il y ait un accompagnement des solutions qui sont disponibles, des trucs que l'un peut avoir pour l'autre et que la conversation devienne au plein jour là, partout. Alors, c'est ce qu'on a fait avec la Chambre de commerce. On s'est dit que c'est la meilleure façon de briser les chambres d'écho sur la question climatique et d'amener tout ce monde-là en plein centre. Alors, à travers ça, il y a énormément de collisions qui se font. Le forum, évidemment, Convergence, à chaque année, c'est des centaines de personnes qui se rassemblent pour échanger ces idées-là. Et où on peut mettre des solutions à travers cette plateforme-là au bénéfice des membres de la Chambre. Maintenant, je pense que pour les grandes entreprises, c'est un peu plus facile parce qu'ils sont mieux outillés, c'est sûr. Il y a un peu plus de ressources à l'interne. Pour les plus petites, il y en a moins. Alors, c'est très, très important pour les plus petites de pouvoir bénéficier de ces plateformes-là puis des meilleures pratiques. Puis ensuite, d'utiliser les grandes entreprises qui les accompagnent. Nous, ce qu'on essaie de faire chez BMO, c'est d'être le partenaire de nos clients dans la transition, donc d'être le principal partenaire. Puis pour ça, bien, on offre toute une série d'accompagnements, incluant notre software qui s'appelle Climate Smart, qui aide à mesurer les émissions pour les entreprises. Puis par la suite, ça leur permet de mettre en place des initiatives de décarbonation. Donc, encore une fois, on essaie d'amener des outils puis, pour accompagner nos clients. Je pense que c'est vraiment ça que les petites et moyennes entreprises doivent faire pour pouvoir trouver leur chemin. Merci beaucoup pour ça. Puis effectivement, dans les chambres de commerce, on regroupe souvent les plus grandes entreprises avec les PME. Donc, vraiment une belle occasion de pollinisation là, pour essayer d'aller chercher l'expertise partout où elle se trouve. Puis travailler aussi dans les chaînes de valeur qu'on voit qui est vraiment important. Je vais me tourner vers Stéphane parce qu'on remarque là, la grande disparité entre il y a quand même une bonne disparité entre les régions, là, entre ce qui se passe au niveau régional. Nous, on se dit, est-ce que la mise en œuvre d'actions climatiques est influencée par le fait que dans certaines régions, on peut vivre plus directement des événements climatiques extrêmes, puis peut-être que ça fait bouger les entreprises. Donc, j'aimerais t'entendre là-dessus sur votre perspective chez Beneva des disparités régionales, mais aussi est-ce que tu aurais des conseils à donner aux PME pour la prévention? Ça reste l'action climatique quand on essaie de se prémunir puis de mettre en place des initiatives qui vont nous permettre d'être plus résilients puis robustes vis-à-vis de ce qui se passe au niveau des changements climatiques. Oui, c'est sûr qu'il y a des disparités régionales importantes. C'est vrai au Québec, mais c'est vrai à l'échelle planétaire aussi. On vient de le regarder. Dans le fond, la bonne nouvelle, c'est que le Québec est une zone moins exposée que certaines zones parties du monde, évidemment. Mais néanmoins, l'ampleur de ce qui se produit et la fréquence de ce qui se produit est plus grande. Donc, il faut absolument arriver à se mobiliser. Puis malheureusement, souvent, le déclencheur principal au départ pour être en action, c'est lorsqu'on a subi un impact direct, un sinistre, on a vécu quelque chose de difficile. Là, on est porté à se mettre en action par la suite. Évidemment, l'objectif, ce serait d'éviter qu'on se mette en action uniquement après avoir été frappé, mais qu'on puisse se mettre en action en amont. On l'a vu chez beaucoup de clients, là, une fois qu'on est dans une région qui a été fortement touchée, bien, on se met en action davantage. Donc, je pense que ça peut expliquer une partie de ce qu'on voit à l'écran. Donc, pour compenser ça, je pense qu'il y a une action importante qui peut être prise à la fois par les entreprises et les municipalités qui sont des acteurs qui sont proches, donc, de l'action, qui sont placés typiquement dans une région ou une autre ou plusieurs régions. Et là, cette concertation-là ensemble peut aider énormément. Par exemple, il y a plusieurs projets dans différentes villes où on s'est organisé, Partenariat Climat Montréal, Québec Capital Climat. Par exemple, nous, notre président, Jean-François, est co-préside Québec Capital Climat puisque notre siège social est dans la région de Québec. Donc, il y a plusieurs actions qui peuvent se faire comme ça. Et puis, c'est en mobilisant de façon collective l'ensemble des acteurs locaux qu'on peut probablement sensibiliser davantage puis faire avancer la cause. Mais l'objectif, comme tu l'as bien dit, c'est de se positionner en amont puis d'être capable de prévenir les risques en les comprenant. Et les risques, ils varient d'une région à l'autre, d'un territoire à l'autre. Et là, en les comprenant mieux, on est capable de savoir comment ils pourraient nous toucher, quelle est l'incidence des feux de forêt, quelle est l'incidence des inondations, qu'est-ce qui peut se passer en termes de pluie diluvienne, etc. Et ça peut vraiment nous mobiliser
pour avoir un impact ensuite sur la suite pour l'entreprise et ses employés, parce qu'on oublie souvent cette portion-là. Les employés aussi peuvent être fortement touchés. On le voit dans les régions où on a été plus touché. Il y a de la détresse psychologique, il y a de l'anxiété, il y a un paquet de choses qui émergent de ça. Et ça aussi, ça a un impact sur la vie des entreprises et sur la continuité de leurs affaires. Je pense que c'est important de l'avoir en tête et de travailler à agir de plus en plus en amont. Merci beaucoup pour ça. Ce que je retiens de tous les deux, c'est aussi le fait que, oui, il y a des chambres de commerce, puis il y a le milieu des affaires, mais c'est interrelié avec le milieu municipal, c'est interrelié avec les citoyens quand on parle de Ouais, risques, puis c'est des familles qui sont touchées par des événements qui ensuite ne peuvent pas exact. rentrer au travail le lendemain. Donc, tout ça est interrelié, puis je pense que ça met bien en lumière l'importance du changement systémique qui est en cours, où on doit tous collaborer ensemble et travailler ensemble pour faire en sorte qu'on va apprivoiser ce qui se passe dans cette grande transition. Donc, justement, là-dessus, on va parler des trajectoires de transition. Ce qu'on a fait avec la firme Léger, c'est qu'on a fait un cluster analysis qu'on appelle en anglais, donc une analyse de segmentation pour voir s'il y a des entreprises qui empruntent un peu les mêmes stratégies quand vient le temps de regarder, de faire face au climat ou de regarder l'action climatique. Et ça, c'est les personas de 2023. Là, elles sont placées en ordre de leur indice de transition. On avait découvert qu'il y avait 5 personas d'entreprises insouciantes, immobiles, enthousiastes, engagées et visionnaires. Et il nous semblait qu'il se dessinait une trajectoire de transition quand même assez linéaire vers lesquelles les entreprises allaient passer. Et on a refait la même analyse cette année. Et voici ce qu'on a découvert. Ce n'est pas aussi linéaire qu'on pensait. Et je veux simplement résumer ce qui se passe en ce moment. On a 22 des entreprises au Québec qu'on peut qualifier d'insouciantes. C'est des entreprises qui mettent en œuvre, vous voyez, avec leur indice de transition à 15,4, très peu d'actions climatiques. En fait, elles font seulement ce qui est obligatoire dans leur ville. Si c'est obligé de composter, parce qu'elles vont composter, elles ne croient pas que ce soit urgent de réduire les gaz à effet de serre. Dans les questionnaires des entreprises insouciantes, il y a beaucoup de je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des risques par rapport au climat? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des bénéfices? Je ne sais pas. Donc, c'est des entreprises, on dit insouciantes, elles ne se soucient pas du climat, elles ne se soucient pas que l'économie est peut-être en transition. En fait, elles continuent d'opérer comme s'il n'y avait aucune transition en cours. Ensuite, il y a 2 stratégies qu'on voit pour se rendre vers un indice de transition autour de 28-29. Il y a des entreprises qu'on peut qualifier d'immobiles, 16 des entreprises au Québec. C'est des entreprises qui mettent en œuvre plus d'actions climatiques que les insouciantes. Et la principale raison qui motive ça, c'est qu'elles voient des risques. Elles pensent que c'est urgent de réduire les gaz à effet de serre. Elles voient beaucoup de risques et elles ressentent soit une pression réglementaire ou une exigence de conformité de la part de leurs clients. Ensuite, on a les entreprises enthousiastes. Elles ont un indice de transition le tout près des immobiles. 29 des entreprises au Québec peuvent être qualifiées d'enthousiastes. Ce qui les distingue par rapport aux immobiles, c'est que oui, elles voient des risques. Elles pensent aussi que c'est urgent de réduire les gaz à effet de serre, mais particulièrement, elles voient des bénéfices à saisir, des occasions d'affaires. Donc, c'est un peu le pouce en l'air. Là. Elles sont prêtes à se mettre en action et on a mis une petite feuille de papier dans leurs mains parce qu'en fait, ce qu'elles nous demandent, c'est comment faire. Donc, je comprends, je veux, je suis enthousiaste et c'est ce qui était reflété dans nos données là, du tout début du webinaire, mais je ne sais pas comment faire. Et donc, c'est ce 29 d'entreprises-là. Je vais m'arrêter ici avant d'aller plus loin dans les autres personas, parce que je tiens à souligner qu'on a remarqué dans les données que les entreprises immobiles, bien qu'elles ne constituent que 16 ou qu'elles constituent 16 des entreprises au Québec, il y a beaucoup, beaucoup d'emplois au sein des entreprises immobiles. C'est là où il y a la plus grande moyenne d'emplois. Donc, ça nous a interpellés. Puis, on a la chance d'avoir Mia avec nous qui travaille en stratégie et main-d'œuvre chez Investissement Québec. Puis là-dessus, c'est Mia qu'on souhaite interpeller parce qu'on aimerait savoir, Mia, toi, est-ce que ça te préoccupe de voir qu'il y a autant d'emplois au Québec dans des entreprises immobiles qui ne vont bouger que s'il y a une réglementation sévère qui est mise sur elles? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'économie québécoise? Bien, en fait, moi, la façon que ça m'interpelle plus que la proportion de l'emploi, c'est plutôt le fait que, vu qu'il y a plus d'emplois en proportion dans ces entreprises-là, ça veut dire que c'est des entreprises qui ont une taille un peu plus grande et c'est des entreprises qui devraient donc être plus en avant de la parade quand on regarde les autres données que tu as présentées avant. Et donc,
l'emploi, c'est l'offre et la demande, hein. Comprendre le marché du travail, tu as l'offre, tu as ton bassin de main-d'œuvre, donc c'est quoi le profil de ces gens-là, puis où est-ce qu'ils veulent aller travailler. Et après, tu as la demande. Donc, quand on regarde l'entreprise, ben, il faut stimuler une demande pour de la main-d'œuvre qui va être dans des entreprises, donc qui vont voir qu'il y a des occasions et des opportunités d'affaires à bouger. Fait que pour moi, le défi, c'est pas tant la photo dans le temps de où est-ce que les gens travaillent, mais comment on incite les employeurs à demander ces compétences-là, ce profil-là et à être mis en mouvement. Et de l'autre côté, le corollaire de ça, c'est qu'il faut aussi ajuster comment on forme les gens notre rapidité à faire de la formation continue, puis à aller bien former les gens en amont et donc à bien sensibiliser aussi les travailleurs là-dessus. Et bien, effectivement, la littérature dit que les grandes entreprises actuellement sont plus productives. Je vais parler de grand V plus tard, finalement. Les entreprises sont plus productives quand elles sont plus grandes, elles sont plus innovantes, elles font plus de R&D, elles sont plus en avance sur tout ce qui est transition énergétique. Puis je pense que là, le défi, il est à plusieurs égards. Là. C'est d'abord de mieux faire ressortir que c'est des opportunités, pas d'attendre qu'il y ait des réglementations qui nous obligent à le faire. Là. C'est correct parce que ça fait en sorte que tout le monde doit le faire, mais on ne peut pas être en attente. Il faut le voir comme une opportunité. Puis il y en a la quantité d'argent qui est investie et qui va être investi au Québec, au Canada, ailleurs dans le monde, aux États-Unis, malgré Trump, en Europe, partout sur la planète, dans la transition énergétique, est monumentale. Fait que c'est sûr qu'il y a des opportunités. Puis, il y a plein d'autres éléments. Il ne faut pas le voir comme un coût. Ça permet de réduire les coûts souvent. Ça permet d'augmenter tes revenus, diversifier des marchés, accroître la productivité, attirer et retenir des travailleurs, puis surtout les jeunes qui regardent ça quand ils cherchent un emploi. Est-ce que cette entreprise-là fait quelque chose pour l'environnement? Parce que c'est ma vie, c'est la vie de mes enfants, c'est notre avenir. Donc, il y a quand même plusieurs choses à faire. Puis la clé, je pense, c'est de l'accompagnement. On en a plein d'experts chez IQ là, qui font ça sur plein de sujets différents, dont le développement durable, mais c'est d'essayer de le démystifier puis de commencer par des petits projets. Et comment tu optimises? Là, on a lancé Grand V. C'est une solution qui combine le financement et l'accompagnement. Mais c'est vraiment de dire, puis ça, je vais revenir plus en détail plus tard dans le webinaire, là, mais on peut laisser quand même l'image, ça ne dérange pas. Mais c'est de dire, OK, par où tu peux commencer? C'est quoi les petits projets simples pour donner le goût à l'entreprise de le faire, pour voir les changements, pour voir les impacts positifs? Parce que des petits projets qui permettent d'économiser sur l'énergie, de réutiliser les matières, d'avoir de la circularité, de voir que tes employés sont plus mobilisés. Si tu fais une bonne gestion du changement, ben ça donne le goût, là. Alors, je pense que c'est ça le défi. Donc, sensibiliser, mobiliser, rendre ça comme une opportunité. Il y a l'argent qui s'en va là et ça a tout plein d'autres bénéfices. Donc, c'est cette mise en mouvement-là qui va faire bouger. Puis après, bien, plus tes grands donneurs d'ordre le font, plus ils vont l'exiger de la chaîne de valeur, les PME, les fournisseurs, etc. Les clients vont le demander de plus en plus. Les employés vont être plus attirés. Puis c'est comme ça qu'on fait bouger les chiffres puis que la proportion d'emplois dans ces entreprises-là va augmenter par la force des choses. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant d'entendre la perspective d'Investissement Québec puis de voir au niveau de la main-d'œuvre comment tu vois les mouvements. Là. Ça, c'est vraiment le fun. Justement, pour les prochaines diapos, je vais présenter des facteurs déterminants. On voit qu'ils sont en train de créer du mouvement dans l'écosystème d'affaires du Québec. Tout d'abord, avec nos entreprises engagées qui représentent 17 des entreprises en ce moment. Ce qui fait qu'elles sont plus avancées, ce qui les démarque, c'est qu'elles comptent sur de l'expertise à l'interne ou à l'externe. Donc, peut-être des gens qui sont accompagnés par BMO, par Investissement Québec ou qui sont des clients de Beneva. Elles travaillent aussi beaucoup à engager leurs parties prenantes. 16 des entreprises du Québec sont visionnaires avec un indice de transition de 60. Elles mettent en œuvre en moyenne 6 sur 10 des actions climatiques qui étaient proposées dans le baromètre. Elles surindexent sur les certifications. Beaucoup d'entreprises, il y a des Big Corp là-dedans, mais il y a aussi des gens qui font des certifications ISO, par exemple. Elles surindexent sur la mesure des gaz à effet de serre, l'investissement en recherche et développement aussi. Donc, dans leurs investissements en recherche et développement, il y a une plus grande proportion d'investissements qui visent à générer des solutions bas carbone, l'investissement en technologie propre. Et quand on leur demande si leur raison d'être a un sens dans un avenir bas carbone, bien, elles nous disent plus souvent oui. Si on compare avec l'année dernière, on se retrouve avec un petit peu moins d'insouciantes et d'immobiles, plus d'enthousiastes.
Les entreprises engagées, c'est la même proportion. Ce qui a changé, par contre, c'est que l'indice de transition des engagés l'année dernière était à 34, cette année à 42. Donc, les engagés qui avaient déjà commencé à faire de la mise en œuvre en font encore plus. Et c'est sûrement parce qu'ils trouvent des bénéfices. Tu en as nommé plusieurs bénéfices, Mia. Là, vraiment, là, les entreprises qui ont commencé à faire de la mise en œuvre, eux autres, elles foncent. Et un petit peu plus d'entreprises visionnaires aussi, comparativement à l'année dernière. Donc, voilà de quoi a l'air notre trajectoire de transition cette année. Et qu'est-ce qui démarque les entreprises? Donc, dans les facteurs déterminants, l'engagement des équipes de direction, c'est un facteur déterminant. On ne savait pas qu'on a appelé les entreprises engagées l'année dernière dans cette catégorie-là, mais l'engagement de leur équipe de direction et pour celles qui ont un CA, l'engagement du CA, du conseil d'administration. On voit ici les indices de transition qui sont significativement plus élevés lorsqu'on a ces facteurs-là dans une entreprise. Les autres facteurs qui nous ont frappés, les entreprises exportatrices beaucoup plus avancées que les entreprises non exportatrices dans la mise en œuvre d'actions climatiques. On a aussi vu des variations en fonction du secteur d'activité, donc le commerce un petit peu en bas de la moyenne, finance, assurance est très bien représenté autour de la table aujourd'hui, tombe parmi les entreprises engagées. Secteur primaire, secondaire aussi plus avancé que la moyenne. Donc, on a montré tantôt les différences régionales, on note aussi des différences sectorielles. Le grand facteur déterminant, c'est de compter sur de l'expertise à l'interne ou à l'externe. Quand les entreprises nous disent « je compte sur de l'expertise », leur indice de transition est de 59,3. Quand elles nous disent « je ne compte pas sur de l'expertise », est à 24,8. Vous voyez l'écart, là? Ça, c'est l'écart le plus grand pour expliquer la mise en œuvre d'actions climatiques. Pour nos PME du Québec, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est primordial de regarder toute l'expertise qui est disponible au Québec puis de la mettre à la disposition des PME, de pousser cette expertise-là, fait une immense différence. Et ici, au milieu, là, nos entreprises qui ont entre 31 et 49 d'indice de transition, chez elles, 83 nous disent les grandes entreprises ont un rôle à jouer pour aider les PME à réussir leur transition. Donc, encore une fois, là, il y a vraiment beaucoup d'informations qui est soulevée sur les facteurs déterminants de la mise en œuvre. Puis là-dessus, je vais passer la parole peut-être à Stéphane pour mieux comprendre comment des entreprises d'assurance vous accompagnent vos clients au niveau de l'action climatique. Comment vous mettez votre expertise à leur service? Oui, merci. Ben, tu sais, déjà, en lien avec ce qu'on vient de voir, je pense que le fait d'avoir de l'expertise, là, c'est vraiment un élément déterminant, comme l'étude le montre. Ça fait une grande différence. Je reprends ce que je disais un petit peu tantôt et ce que tu as montré comme données précédemment. Pour me mettre en mouvement, ou bien j'ai été moi-même frappé dans mon entreprise, puis j'ai subi les conséquences d'interruption d'affaires, etc. Donc ça me met en mouvement. Ou je suis obligé par le gouvernement, par des grands donneurs d'ordre, etc. Ou j'en ai pris conscience, je le comprends, le risque, et là, à partir de ce moment-là, je décide de le gérer parce que je comprends l'ampleur de l'impact qu'il peut avoir sur soit mes opérations, soit mes employés. Et ça, je pense que ça prend effectivement une expertise qui existe, donc différentes organisations peuvent jouer différents rôles. Un assureur, évidemment, c'est expert à évaluer des risques, à comprendre leur nature, leur évolution, évidemment pour être capable de les tarifer, mais aussi pour être capable de les réduire. Donc, dans cette voie-là, je pense qu'on est capable d'appuyer pour, dans la conversation avec nos clients, être capable d'amener une compréhension, un accompagnement sur cette question-là. Mais néanmoins, je pense que ça prend une expertise interne quand on est capable de se la payer comme une grande entreprise est capable de le faire, ou externe qui est en accompagnement de proximité aussi pour vraiment s'assurer que cette compréhension-là est là, que cette prise de conscience se fait, mais qu'après, on prend des actions concrètes en lien avec un plan qu'on se donne et qui fait en sorte que les choses peuvent se faire. Par exemple, nous, comme entreprise chez Beneva, on l'a intégré à notre plan stratégique. On a tout ce que tu décrivais un peu plus tôt, c'est-à-dire on a un comité d'impact ESG au niveau de la direction et de la haute direction. On a les membres du CA impliqués. On a quelqu'un, un leader de pratique qui le porte, qui le supporte. C'est pas toujours facile de répliquer cette organisation-là dans une plus petite entreprise. Donc, comment on est capable d'aller chercher l'expertise de l'assureur, l'expertise de d'autres joueurs, quelqu'un qui peut appuyer, développer le plan, puis prendre les actions, les mesures concrètes.
Je pense que c'est le conseil qu'on pourrait donner à tous les entrepreneurs qui écoutent, là, d'être capable de vraiment avoir un appui interne ou externe et de s'appuyer dessus pour être capable de se mettre en mouvement. C'est clair que ça fait une grande différence. Sans quoi, c'est trop complexe, puis ça va rester lettre morte si on ne s'y met pas de cette façon-là. Ouais, merci beaucoup pour ça. Grégoire, tu disais tantôt, nous, chez BMO, ben, on aide à faire des calculs d'émissions de gaz à effet de serre. On veut aider nos clients. Très rapidement, en 30 secondes, c'est quoi le meilleur moyen pour un client de BMO de venir chercher de l'accompagnement sur ce sujet-là? Effectivement, c'est que ce soit à travers nous ou tout autre outil, là, mais de mesurer ses émissions, scope 1, 2, 3, ce qu'on fait. C'est juste une question. Et par la suite, nous, ça nous permet d'accompagner le client dans le choix des choses qui sont exécutables, souvent économiques à leur grande surprise, et donc de financer certaines de ces initiatives-là. Alors, l'accompagnement, c'est tout au long de la chaîne. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de parler aux banquiers de relations chez BMO pour qu'on puisse vous accompagner. Parfait. Fait que directement son banquier, quand Stéphane, tu parlais de proximité, là, c'est pas plus proche que ça, c'est ton banquier. Mia, de ton côté, en 30 secondes, comment on fait pour aller chercher, bénéficier de l'accompagnement d'Investissement Québec? Ben, c'est un peu la même chose. On a des conseils, fait que c'est soit parler au directeur de compte, soit appeler directement les experts en innovation, juste appeler chez Investissement Québec, puis on vous dirige vers ces experts-là. Fait que donc, ça dépend un peu c'est quoi le besoin. Le premier besoin, là, c'est du financement, on a déjà le projet, ou si c'est de l'accompagnement pour savoir par où on commence. Et dans tous les cas, on va prendre le dossier, puis s'il y a un besoin de financement qui découle d'un projet, ben, ça va être avec le directeur de compte. Mais sinon, on a beaucoup d'experts sur le sujet. Parfait. Merci pour ça. Puis de notre côté, chez Québec Net Positif, on regroupe une communauté de pratique. À date, il y a 180 personnes. C'est toutes des gens qui accompagnent les PME pour l'action climatique, qui sont dans des municipalités, dans des OBNL, des consultants, des experts, des portes. Il y en a beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller la chercher, l'expertise, où elle se trouve autour de vous. Puis d'une personne à l'autre, dans l'écosystème, les gens se connaissent puis pourront vous aiguiller vers les meilleures ressources. J'aimerais parler brièvement des éléments qui déclenchent le passage à l'action, des sources de pression et des freins à la transition. Donc, pour ce qui est des sources de pression, c'est quelque chose qu'on observe déjà depuis 2022. Il y a 22 des entreprises au Québec qui nous disent subir une forte pression pour réduire les gaz à effet de serre. Et qui elles sont, ces entreprises-là? Mais surtout de grandes entreprises, des entreprises en amont des chaînes de valeur, des entreprises exportatrices, directes ou indirectes. Et un peu sans surprise, mais celles qui ont un indice de transition supérieur à 70, donc celles qui mettent en œuvre le plus d'actions climatiques à l'heure actuelle, sont celles qui nous disent subir de la pression. Donc, définitivement, la pression se traduit par la mise en œuvre d'actions climatiques. D'où elle vient, cette pression-là? Bien, principalement des gouvernements. C'est une tendance à la hausse. D'après ce qu'on peut voir avec les grandes entreprises et les entreprises exportatrices, la pression peut venir aussi de réglementations à l'étranger, comme par exemple en Europe, sur nos marchés d'exportation. Nos employés et nos clients, les deux autres grands acteurs clés, plus de détails là, dans le rapport détaillé du baromètre que vous pouvez trouver sur notre site Web. Évidemment, on continue d'observer les freins à la transition. Sans surprise là-dessus, c'est les mêmes freins depuis une décennie. Je ne vous cacherai pas qu'on a même pensé enlever ces questions-là du baromètre parce que c'est tout le temps les mêmes freins. Mais on les a gardés parce qu'on a décidé de faire de l'analytique avancée parce qu'on se demandait, est-ce que les freins varient selon le niveau de maturité d'une entreprise? Peut-être que pour les engagés et les visionnaires, ben, les freins sont différents. Puis ça serait le fun de comprendre comment les aider à aller plus loin. Puis ben, finalement, ce que l'analyse a révélé, c'est que ben, le manque de moyens financiers, c'est un frein universel. Peu importe où on est sur notre trajectoire de transition. Si on avait plus de moyens financiers, on en ferait plus. Donc, cet élément-là du financement est vraiment au cœur, là, un nœud dans la transition. Si on était capable là, de passer par-dessus le manque de moyens financiers, on verrait définitivement plus d'actions climatiques mises en œuvre. Les éléments qui déclenchent le passage à l'action, je vous les mets tous parce qu'il y en a beaucoup. Chaque entreprise est différente. Donc, le principal élément cette année, c'est la réduction des coûts. Ça, c'est vraiment intéressant parce que depuis longtemps, on se dit, mais il y a des avantages financiers à mettre en œuvre des actions climatiques. Mais là, c'est vraiment vrai. On dirait que de plus en plus, l'intersection s'agrandit entre l'environnement et l'économie, en espérant qu'il soit en voie de devenir tout à fait indissociable.
Comme employé, n'oubliez pas, gestionnaire, employé à tous les niveaux, vous êtes un très grand influenceur pour déclencher le passage à l'action. Et une fois que le passage à l'action est déclenché, ben, les entreprises forment de plus en plus leurs employés par rapport au climat. Et on voit là, que pour les entreprises les plus avancées, les employés à tous les niveaux sont des alliés dans la transition. Donc, deux tendances à la hausse, l'accès à de nouvelles connaissances. On a beaucoup parlé d'expertise, les programmes de financement incitatif, on en a parlé aussi. 54 des entreprises connaissent au moins un programme de financement. Voici les programmes qu'ils connaissent. Voici ce dont elles ont bénéficié au cours de la dernière année. Puis là-dessus, je vais passer la parole à Mia qui va nous parler de son initiative Grand V dont elle souhaitait nous parler tout à l'heure. Merci, Anne-Josée. Alors, c'est ça, je trouvais que finalement, c'était plus approprié de parler de Grand V dans cette section-là, parce que dans le fond, Grand V, c'est quoi? C'est une initiative qu'on a lancée il y a quelques semaines. C'est pour inciter les entreprises à investir davantage en productivité, innovation et développement durable. Puis, on a même un nouveau terme qui s'appelle la productivité durable. Je vais y revenir après, mais dans le fond, c'est quoi Grand V? Ben, c'est un combo. On offre des avantages sur le financement et sur l'accompagnement quand c'est pris de façon simultanée là, ensemble. Donc, au niveau du financement, c'est un moratoire qui va jusqu'à 48 mois, donc sans pénalité pour un délai plus long de remboursement. Les taux ne sont pas majorés, fait que c'est plus flexible comme remboursement. Et pas de frais de dossier aussi, là, quand il y a des conditions, évidemment, là, mais l'idée, c'est pas de frais de dossier pour des prêts à terme de 250 000 et plus. Donc, c'est vraiment du prêt avec un minimum et évidemment, l'entreprise doit avoir une certaine santé financière aussi là, pour être admissible, mais on a un financement donc beaucoup plus flexible et avantageux. Et le combo avec l'accompagnement, c'est que pour la mise en action, donc l'entreprise a un projet, bien, nos experts vont vous aider, puis on va absorber 40 de la facture à même nos frais pour des mandats de minimum 20 000 d'accompagnement technologique. Donc, voilà, quand vous prenez le financement aussi, ils font propre. Donc, c'est quand même assez avantageux, puis c'est vraiment niché pour productivité durable, innovation, développement durable, parce que l'idée, c'est de déclencher ce mouvement-là, donc des projets qui ne se seraient peut-être pas faits sinon, ou d'ajouter des composantes vertes dans des projets ou mettre plus d'innovation. Et donc, voici ce qu'on vient de lancer tout récemment. Puis la notion de productivité durable, c'est quoi? C'est pas quelque chose qu'on entend souvent. C'est un terme qu'on veut plus amener dans la discussion au lieu de parler de juste productivité d'un bord puis de juste développement durable, exactement pour les raisons énoncées. Anne-Josée, c'est qu'on ne peut pas voir ça comme un qui est une contrainte puis l'autre qui va nous rapporter de la productivité. C'est qu'il y a quand même une intersection importante entre les deux, de plus en plus grande. Puis en combinant ces notions-là, puis l'autre élément, là, peut-être un peu plus éditorial de ma part, mais c'est qu'on vit quand même dans un monde avec des ressources limitées. Ressources humaines limitées, ressources énergétiques limitées, ressources naturelles limitées avec des impacts sur la biodiversité, etc. Donc, à un moment donné, comment on génère la croissance dans ce contexte-là de ressources limitées? Fait que c'est un peu ça la notion de productivité. C'est l'utilisation optimale par une entreprise des ressources, des équipements, des technologies, du capital humain qui vise à accroître la valeur ajoutée, mais sans utiliser plus, puis en essayant d'éviter les pertes puis le gaspillage comme on fait beaucoup en ce moment. Fait que c'est bénéfique pour tout le monde, mais par où commencer, c'est toujours ça. Puis oui, le financement, c'est un enjeu, mais c'est pas juste ça. Il faut qu'il y ait des éléments avant. Il faut que quelqu'un soit sensibilisé dans l'organisation, qu'on veuille le faire. Là, ça prend une certaine volonté. Puis un des problèmes qu'on a beaucoup entendu sur le terrain depuis 1 an et demi en faisant notre tournée productivité-innovation, c'est que souvent, les entreprises ne sont pas capables de voir le retour sur investissement. J'ai vu que c'est une question que vous avez ajoutée cette année, mais c'est relié au financement. Si tu vois ton retour sur investissement, ça aide à aller de l'avant pour trouver le financement pour le projet. Mais souvent, la période est trop longue. Fait comment on ramène ce retour sur investissement-là plus proche, dans un avenir plus rapproché? Parce qu'on va essayer de faire, nous autres, avec les entreprises, de démontrer ça. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. J'ai très hâte de voir comment tout ça va se déployer et quel impact ça va avoir sur l'indice de transition au Québec parce que certainement, il y a un potentiel là, d'impact important. Puis quand on parle de productivité, on parle de retour sur l'investissement, mais on parle de compter sur des données. Puis on va parler brièvement de la mesure des GES où on en est cette année. Tout d'abord, pour souligner que la mesure des gaz à effet de serre, cet indicateur-là tiré de notre baromètre, est maintenant un indicateur
qui est inclus au tableau de bord de l'innovation du Québec. Donc, tu parlais d'innovation, Mia, on collabore avec le Conseil de l'innovation du Québec pour s'assurer qu'il y a des indicateurs d'innovation durable en adaptation au changement climatique avec Ouranos, puis en atténuation des gaz à effet de serre avec Québec Net Positif pour accélérer la transition. Donc, ce qui se passe dans les émissions de gaz à effet de serre, 20 des entreprises au Québec ont fait une mesure du moins partielle, parfois c'est partiel, de leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est la même proportion que l'année dernière. Là, je veux attirer votre attention, c'est que les entreprises qui mesurent plus. Donc, l'année dernière, elles mesuraient plus les Scope 1, 2, donc les émissions directes. Cette année, on est à 54 des entreprises qui mesurent, qui font les mesures indirectes. Très bonne nouvelle, puisqu'on sait que souvent, 75-80 des émissions sont indirectes. C'est quelque chose qui est essentiel de mesurer. Au niveau des cibles de réduction, on est à 18 des entreprises qui ont une cible de réduction. Pour la plupart, c'est des cibles communiquées à l'interne seulement. On y voit une tendance à la hausse, donc un bon indicateur prédictif de possiblement ce qui s'en vient sur le marché. Au niveau des bénéfices et des occasions d'affaires, encore une fois, on a regardé ce qui se passe. 28 des entreprises au Québec voient énormément ou assez de bénéfices ou d'occasions d'affaires. Il y a quand même une grande proportion d'entreprises qui ne voient ni bénéfices ni occasion d'affaires pour l'instant. Donc, il y a quelque chose là, Mia, tu parlais du retour sur l'investissement dans les discussions avec Grégoire tantôt, l'esprit court terme versus long terme. On va vivre dans un monde différent. Donc, il y a des bénéfices peut-être qu'on a de la misère à voir aujourd'hui, mais qui nous positionnent très, très bien pour demain. Donc, on a du travail à faire là-dessus au niveau de la sensibilisation, la mobilisation de nos entreprises. Et quels sont les bénéfices pour ceux qui en voient? Bien, ils sont nombreux. Tout d'abord, mais ça a le rapport aux besoins du marché. Donc, on s'adapte à ces nouveaux besoins-là. On renforce notre image de marque, notre réputation. Mais surtout, là, je vais attirer l'attention sur le fait que oui, c'est difficile de recruter les employés, mais pour les entreprises qui mettent en œuvre des actions climatiques, surtout, souvent, ça vient des idées des employés, donc ça stimule le sentiment de fierté, d'appartenance. Être à l'écoute de ses employés quand leurs valeurs évoluent, puis mettre en œuvre des actions climatiques dans les entreprises, c'est excellent. Ça nous positionne aussi comme employeur de choix, on le voit ici dans la liste, pour attirer de nouveaux talents, mais aussi ça fidélise la clientèle, ça nous positionne comme un fournisseur de choix, donc énormément de bénéfices. Je vous invite à aller voir tous les détails à nouveau dans notre baromètre. Donc, sur ce, il est 12h53. On a prévu un temps pour répondre à vos questions. Je sais que ma collègue Rachel surveille le clavardage et le QR. Je n'ai pas accès en ce moment, Rachel, donc tu peux peut-être nous faire part des questions verbalement. Ce serait vraiment idéal. Oui, donc Il y en a. oui, on en a une dans le clavardage. Quelle valeur économique les dirigeants donnent-ils à une tonne de CO2 équivalent évité aujourd'hui? Une question un peu plus technique. Je peux peut-être me lancer. En fait, je ne pense pas qu'il y a une seule réponse à ça. C'est une question qui est effectivement très compliquée. Le coût du carbone, dépendamment de qu'est-ce qu'on regarde, c'est-à-dire dans les marchés volontaires de carbone, il y a des offsets qui se vendent à des coûts qui sont terriblement bas, qui démontrent à quel point ces marchés-là ont perdu leur valeur parce que certains des projets manquaient d'intégrité et ainsi de suite. Dans les marchés réglementés, on voit des prix qui ont un peu plus de bon sens, là, qui approchent de 50, 60, 75, 100 dollars dans certains cas. Et plus ces marchés-là sont bien structurés et bien gérés, plus ce prix-là s'approche des 100 dollars. Et évidemment, le coût social du carbone, bien, il y a différentes études là-dessus, puis qui peut monter à plusieurs centaines de dollars. Puis les coûts de retraite carbone dans les marchés de solutions novatrices, où là, on va vraiment chercher une tonne de carbone dans l'atmosphère et on la séquestre de façon permanente, donc pas dans des arbres, mais dans des formations géologiques. Ça va coûter de l'ordre de 600, 700, même 1000 dollars en ce moment. Alors, c'est très difficile de mettre un prix exact là-dessus, mais je pense que si une entreprise décidait de se mettre une taxe carbone à l'interne, des fois c'est juste une méthode de comptabilité, quelque chose autour de 100 dollars souvent aide à prendre des décisions un petit peu plus éduquées par rapport à quelle est cette ressource-là qu'on est en train d'utiliser de façon souvent non responsable. Oui, on dit souvent, c'est comme si on avait un portefeuille dans lequel tout le monde pige l'argent, là. C'est ça un peu le carbone dans l'atmosphère. Puis
quand quelqu'un décide à côté de s'acheter une Porsche alors que toi, tu n'avais pas pris 20 $ pour acheter un pain à la boulangerie, mais c'est comme injuste. Là. Fait qu'on, il y a toute la notion de transition juste à travers ça. C'est vraiment pas évident de pouvoir Mais comprendre je comment guiderais ça va quand se même vers un passer. prix d'à peu près 100 si les gens voulaient se faire 100 une tête. dollars? Qu'est-ce que ça Mhm. représente? Puis c'est ce qu'on entend le plus. Là. Certains de nos clients se mettent une espèce de taxe interne, c'est-à-dire ils vont donner à certains départements pour essayer de comprendre quel est le coût véritable là, de l'opération. Donc, c'est souvent un guide de pouce là, qui n'est pas si mauvais. C'est tout à fait une bonne pratique. Hein. On voit ça, on appelle ça le budget carbone à l'interne, où quand on prend nos décisions, on tient compte du budget carbone au fur et à mesure que les décisions sont prises. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Rachel? Oui, si on a le temps pour une autre question. Une autre. Euh, oui, OK. Pour réduire la durée du retour sur investissement, est-ce que certains fonds d'investissement envisagent la comptabilité tri-capital économique, sociale et environnementale? Ben, je peux m'aventurer, pas nécessairement sur les fonds, mais sur les montages financiers puis les façons de regarder ça. Je pense que c'est vraiment la voie de. Ben, il y a deux éléments. Là. Il y a le volet, parce que là, on est plus large, fait que de regarder les critères ESG, comment essayer premièrement, sensibiliser les entreprises, comprendre où elles en sont. Déjà, ça, on n'est pas là. On a du chemin à faire, là. Et après, essayer de guider, d'accompagner l'entreprise aussi pour s'engager à améliorer puis à faire des changements sur ces éléments-là. Et ensuite, de voir, ben, est-ce qu'il y a des effets économiques positifs qui vont venir de ça, soit par des tonnes de carbone évitées, soit par de la circularité, soit par justement des éléments de rentabilité à cause de l'efficacité énergétique, de voir comment ça peut venir influencer le montage financier. Je pense que de plus en plus, il y a des réflexions là, pour voir comme des outils de financement qui essaient de capter cette valeur potentielle-là. Mais ça reste difficile parce que pensez-y comment c'est des champs de compétences différents qui doivent qu'il faut qu'il y ait une intersection. Moi, je pense que c'est un des freins importants aussi à cette transition-là. Il faut que tu connaisses l'énergie, il faut que tu connaisses le marché du carbone, il faut que tu aies une notion des enjeux sociaux, environnementaux, de la circularité, de l'efficacité énergétique, puis tu es un expert de financement à la base. Fait que juste comme faire circuler les connaissances puis la formation là-dedans, je pense que la formation reste encore quelque chose de fondamental pour faire évoluer les mentalités puis les outils de financement qui vont avec. Puis après, bien, le temps doit faire son œuvre. Il faut que ça prenne la valeur pour vrai. Les émissions de carbone évitées, puis que les consommateurs, puis les fournisseurs, puis les travailleurs le valorisent pour vrai dans leur choix puis leur décision, un produit qui est plus vert. Il faut que la valeur, elle vienne aussi, qu'elle soit reconnue à quelque part pour qu'on puisse lui mettre un prix puis le mettre dans le montage financier. Merci beaucoup. Merci pour ça. J'ai fait apparaître à l'écran, on aimerait avoir votre appréciation du webinaire. Il reste quelques minutes, ça va vous permettre de pouvoir compléter votre formulaire d'appréciation. En quelques mots, là, un mot de la fin pour toi, Grégoire. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre webinaire aujourd'hui? C'est que les entreprises ne sont pas seules. Il y a énormément d'acteurs dans le milieu, tant dans les grandes corporations, dans les banques, mais aussi dans les organismes comme le vôtre, comme les chambres de commerce. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des solutions. Appeler puis demander de l'aide, c'est ensemble qu'on va réussir la transition. Merci. De ton côté, Mia, en un mot? En un mot, c'est opportunité. C'est toute la croissance, là, puis tout le potentiel, puis tout l'avenir est là. Il faut que ce soit durable, sinon c'est pas viable. Alors, même si le but, c'est juste de croître comme organisation pour faire du profit, c'est quand même là qu'il faut regarder. Merci. Stéphane? Ben, je pense que pour tous ceux qui ne seraient pas encore convaincus, là, quand on est, par exemple, dans une PME, on se pose la question, il y a des pertes économiques réelles. Juste depuis la tempête du mois d'août dernier, ça a coûté des milliards au Québec seulement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est majeur, qui est concret, qui va avoir de l'impact et sur l'entreprise, son activité, sa continuité, mais aussi sur ses employés, leur niveau d'anxiété, leur niveau de stress, leur niveau de concentration au travail. Donc, tant sur le plan des biens que de la santé, ça a des impacts. Ça, on s'en occupe pas. Donc, ce n'est plus un choix. Il faut se mettre en action. Et je pense que c'est ensemble, comme on l'a dit, collectivement, qu'on peut faire une grosse différence. Merci beaucoup. Mais si vous avez apprécié l'échange d'aujourd'hui, vous apprécierez peut-être, pour tous ceux et celles qui accompagnent des PME au Québec, rejoindre notre communauté de pratique
accompagner les PME dans l'action climatique. On compte déjà 180 participants des 4 coins du Québec qui partagent ensemble ce qui est en train de se passer dans cette grande transition, leurs meilleures pratiques, leurs meilleurs coûts, des récits. Donc, vous êtes les bienvenus. Rachel va mettre le lien. Je tiens à nouveau à remercier tous les partenaires collaborateurs de leur appui financier pour avoir permis la réalisation du baromètre. Je vous rappelle qu'il y aura un cahier spécial Résilience et adaptation sur lequel on travaille déjà avec Ouranos qui sera publié le 28 janvier prochain. Et sur ce, je tiens à nouveau à remercier les panélistes aujourd'hui, vous tous qui avez été présents, ainsi que les 806 dirigeants du Québec qui ont pris le temps de compléter le baromètre. C'est quand même un questionnaire qui prend une vingtaine de minutes en moyenne pour nous permettre de mieux comprendre ce qui est en train de se passer dans la transition. On espère que ça vous aide à vous diriger vers une transition économique éclairée. N'hésitez pas à communiquer avec nous. C'est un rendez-vous dans plusieurs webinaires à venir où on va pouvoir vous fournir différents éléments d'information en lien avec le baromètre. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et à bientôt. Merci. Merci beaucoup.